Alors, je voudrais présenter maintenant la prochaine panéliste, en fait, Béatrice, donc la docteure Béatrice Koskas-Williams, qui est docteure en droit, Bonjour. maître de conférences, experte reconnue sur les droits des victimes et de la justice restaurative et de la mémoire collective. Et elle va nous présenter la raison sociale et humanitaire. Et justement, on va parler de guerre, puisqu'on a tout lié maintenant notre panel à ce qui se passe avec l'Iran, puisque de toutes les manières, on est tous extrêmement touchés. Ça fait déjà 20 mois qu'on est en guerre, mais cette guerre-là, c'est une guerre encore plus difficile à l'Iran. Alors, ma question pour toi, Béatrice, bon, comme tu le sais, puisque tu fais partie aussi du collectif de Raison Garder Israël, nous tenons à préserver les valeurs humaines et même sous les sirènes de la guerre. Donc, toi, en tant que juriste, spécialiste des droits humains, comment on peut encore parler, préserver des droits de l'homme et de la femme actuellement en temps de guerre, et aussi parce qu'on est tout le temps en guerre et en choc permanent en Israël. On est tout le temps dans l'urgence. Et donc, comment on peut préserver ces droits? Voilà. Donc, je te laisse la parole et merci d'être Merci, là, évidemment. merci à toi pour l'invitation. Merci au collectif de Raison Gardée pour votre invitation. Et on est aujourd'hui, on s'interroge aujourd'hui comment continuer à parler de droits humains quand on est dans la situation qu'on connaît tous. Et je voudrais relier à ce que a dit le professeur Karine Naon à ce que je vais parler maintenant, c'est-à-dire le pouvoir du citoyen. Et dans cette structure où on ne sait plus vraiment c'est quoi les droits de l'homme, on ne peut pas sortir vraiment de chez soi, on ne peut pas voyager, on ne peut pas envoyer nos enfants à l'école. Et tout ça, ça touche un droit fondamental. Le droit à l'éducation, le droit au loisir, le droit d'aller travailler, le droit d'aller et de venir d'un pays à l'autre. Et donc, nous allons voir dans cette courte présentation comment répondre, comment la théorie répond, ça veut dire le droit, et les instruments juridiques qui sont là pour nous aider, et qu'est-ce qui se passe en réalité, comment dans la vie courante on peut utiliser ces droits, et si on, on est capable, on est en position de les utiliser aujourd'hui. Euh, donc d'abord, Israël, comme vous savez, elle n'a pas de constitution, mais elle a des droits fondamentaux et une loi fondamentale qui a été votée en 92 et en 94 qui s'appelle Chok Zkuyot Adam Vecheruto, la loi fondamentale sur la dignité humaine et la liberté et qui parle de droits comme le droit à la vie privée, des droits qui sont aujourd'hui remis en cause, puisqu'on n'a pas vraiment, quand on reçoit des notations de Picot, d'AOREF qui sait exactement où on est à l'heure, exactement l'endroit où on est exactement, on peut voir aussi une atteinte au droit à la protection, au droit à la vie privée. Et Karine en parlait aussi, professeur Karine Naon aussi parlait justement de cette évolution, de ce qu'on voit aussi dans les réseaux sociaux où ce domaine de la vie privée aussi est remis en cause. Euh, En dehors de la loi israélienne, on a aussi des instruments internationaux comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, ou je préfère l'appeler les droits humains, puisque c'est le droit de l'homme et de la femme, qui aussi parle de séries de lois. On a aussi une convention de 1966, la convention la convention sur le terme, excusez-moi, la convention de droits sociaux et de droits sociaux et économiques de 1966. On a aussi des droits des conventions qui sont applicables à des populations spécifiques, comme les droits de l'enfant, qui a été reconnu, qui a été ratifié par Israël en 1991, ou les conventions des droits des femmes, des droits des personnes vulnérables, etc. Donc, et bien sûr, quand on parle de guerre, on a la Convention de Genève qui est aussi ici pour préserver les droits humains pendant les guerres. Voilà. Donc, on a énormément d'instruments juridiques, aussi bien sur le plan interne et sur le plan international. La question qu'on se pose, comment et est-ce qu'on peut euh, appliquer ces droits dans la période où on est actuellement? Est-ce qu'on peut demander aux institutions de de respecter ces droits? Et ça, c'est une question qui est essentielle parce que on a un autre droit aussi là qu'on doit prendre en compte, c'est le droit à la vie.
Et c'est ce que les institutions étatiques font aujourd'hui, c'est nous protéger notre- le fait que nous devons vivre face aux missiles que nous recevons. Donc, et ce droit à la vie est un droit qui reste un droit suprême, donc il doit être protégé. Et puis, il y a un droit aussi de la collectivité, de la société dans son ensemble, de rester telle qu'elle est aujourd'hui. Ça veut dire en sécurité et garder ce que professeur Karine Naon parlait précédemment, c'est-à-dire les structures de la démocratie, les structures étatiques de l'État, ils doivent rester stables. L'État, les institutions doivent aujourd'hui faire leur possible pour pas que ces institutions s'écroulent. Donc, on est ici, ce qu'on appelle aussi dans le droit international et aussi ce qui existe dans le droit individuel, c'est la force majeure. On est dans un état de force majeure. Et comment on doit faire? Euh, face à cette affaire de majeur. Donc, toute notre vie aujourd'hui, toute la vie des droits humains, toute la vie, toutes les notions de sécurité, elles se trouvent comme le symbole du droit, c'est la balance. Qu'est-ce qui est le plus important? OK? Et c'est là que je voudrais rejoindre ce que disait professeur Naon tout à l'heure, c'est notre pouvoir. Qu'est-ce que nous, en tant qu'humains, on doit exiger? Parce que finalement, les droits humains, ils doivent pas disparaître. Mais c'est nous qui devons faire, euh, faire passer le message aux institutions, au gouvernement, de mettre les limites, de dire là, c'est un droit inaliénable, qui est une notion aussi de droit international, et ce droit-là, il ne peut pas être touché malgré la guerre. On a parlé du droit à la vie. On a parlé aussi du droit des femmes, du droit à ne pas subir de violence, du droit à avoir une maison un toit au-dessus de sa tête. Voilà, je peux citer une liste, on n'a pas le temps, mais vraiment, il y a des lois, les droits fondamentaux, ils ne peuvent pas être touchés, même en situation de guerre. Et pour rester un État de droit, Israël doit maintenir ses institutions au plus près des citoyens. Et ça, c'est les citoyens de faire ce travail, de rappeler aux institutions que que l'État est un service public qui doit nous respecter et doit nous aider. Cela peut sembler très naïf, mais sans cette base, toute victoire militaire aura un goût amer, car c'est le socle même de notre démocratie. Préserver les droits fondamentaux, même partiellement, c'est préserver la société tout entière. Euh, on est vraiment en choc permanent et c'est vraiment de plus en plus dur. Et je reviens à ce principe de résilience. Et c'est là qu'en tant que citoyen, on doit garder cette résilience et surtout être des chiens de garde. Et comme on dit en hébreu, shomrei saf, où on doit être là pour regarder nos institutions, pour justement garder cet équilibre entre le pouvoir des citoyens qui doivent préserver les droits fondamentaux et le pouvoir de l'État qui est censé nous protéger et qui risque, avec trop de pouvoir, porter atteinte à ces droits. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup Merci. pour ces... voilà. Béatrice, d'abord merci. Je voudrais juste dire, tu as parlé de plusieurs droits qui ont pu être atteints en temps de guerre. Par exemple, il y a la ministre des Transports qui, pratiquement en début de guerre, avait dit que les Israéliens ne sortiront pas du pays. Oui, Or, il n'y a eu aucune décision gouvernementale qui a instauré quels sont les droits de rentrer dans le pays, sortir dans le pays. Et hier, et justement parce qu'il y a eu une pression des citoyens, dans tous les réseaux sociaux, partout, où les gens ont dit, mais c'est le droit le plus légitime pour les Israéliens de pouvoir partir si, par exemple, il y a en cas d'urgence, de maladie, etc. Et d'ailleurs, je voulais juste dire que Eden Yaïch, qui aurait dû être panéliste là maintenant, elle a dû rentrer aussi en urgence. Elle sera pas donc avec nous. Donc elle a été rapatriée en France justement pour être auprès de sa famille. Depuis hier, là, justement parce qu'il y a eu pression et aucune régularisation de cette histoire de rentrée et sortie, la ministre est revenue et a dit les Israéliens pourront sortir du pays. Il y aura des commissions. Ce qu'on doit vérifier en tant que citoyen,
c'est de vérifier que vraiment c'est la loi qui est mise en marche et qu'il y a une transparence aussi des décisions. Par exemple, qui c'est qui va rentrer? Est-ce que ça va être le copain ou la copine de X ou de Y ou de Z? Ou est-ce que ça va être vraiment des gens qui sont en urgence, qui doivent faire des traitements médicaux, etc., ou qui doivent rejoindre leurs enfants ou rejoindre l'armée et plein d'autres choses. Donc, en fait, c'est des questions que tu as posées, des questions et en même temps, tu nous as dit ce qu'il fallait qu'on fasse. Mais en fait, il faut comprendre que c'est des questions qui touchent notre quotidien ou Bien qui peuvent évidemment, et toucher c'est notre là où on est quotidien. vulnérable aujourd'hui. On est vulnérable. On est vulnérable comme une personne a perdu sa maison ou ne sait pas, ne peut pas envoyer ses enfants à l'école, ne peut pas aller travailler. On est en état vulnérable. Et cette vulnérabilité, elle peut être dangereuse pour notre stabilité. Donc, c'est pour ça que là, le collectif, il est important. Ce que professeur Karine a aussi parlé vraiment, il y a cette collectivité, ce pouvoir des citoyens. Quand on est ensemble, on a une force. Et c'est certainement ce qui s'est passé hier, puisque on est vraiment dans un état d'urgence. Et cet état d'urgence peut être interprété par les gouvernements de manière très large. Et ils peuvent faire en vérité un peu ce qu'ils veulent. Et donc, c'est là qu'on doit, nous, intervenir. Oui. Tout à fait. Donc, je vous rejoins toutes les deux. Nous avons le pouvoir citoyen et le pouvoir des femmes entre les mains et il faut vraiment l'utiliser.